Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est l'intégrale d'une fonction positive. Alors on va commencer par définir ce qu'est l'intégrale d'une fonction positive. Donc imaginons ici qu'on ait en rouge la courbe d'une fonction f positive. Eh bien l'intégrale de cette fonction entre deux nombres a et b, ce sera tout simplement l'aire située entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les nombres a et b. Autrement dit, une intégrale d'une fonction positive, eh bien ce sera tout simplement une aire. Avant de donner la définition mathématique plus précise de ce que c'est que l'intégrale d'une fonction positive, eh bien, on va voir dans quelle unité s'exprime cette aire. Alors, si OIJ est un repère orthogonal, donc sur la figure nous avons ici O, I et J, eh bien, on appellera unité d'aire, qu'on notera aussi UA, l'aire du rectangle OIJK, ou le point K pour coordonner 1, 1. Autrement dit, une unité d'aire, eh bien, c'est l'aire du rectangle qui est ici, qui est formé d'une unité en abscisse et d'une unité en ordonnée. Alors voyons la définition précise d'une intégrale, donc soit f, une fonction continue et positive sur un intervalle AB, et bien l'intégrale de a à b de f, c'est l'aire qu'on va noter grand A, en unité d'aire, du domaine qui est compris entre, tout d'abord, la courbe C de la fonction f, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale b, qui sont des droites verticales et qui sont ici. Et dernière remarque, l'intégrale de a à b de la fonction f, eh bien ça va se noter avec le symbole s comme ceci, donc c'est intégrale de a à b de f de x dx. Parfois on utilise aussi une autre lettre que x, par exemple intégrale de a à b de f de t dt. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord de tracer la représentation graphique de la fonction f qui est définie sur l'intervalle de 5 par f de x égale 4, donc une fonction constante, dans un repère de 3 cm par unité en abscisse et 2 cm par unité en ordonnée. Alors on a ci-dessous un repère dans lequel une unité vaut 3 cm en abscisse et une unité vaut 2 cm en ordonnée. Donc puisque la fonction f est constante, f de x égale 4, il suffit tout simplement ici de tracer une fonction constante sur l'intervalle de 5. Donc la représentation graphique de la fonction f, ce sera comme ceci. Et donc au passage, une unité d'aire dans ce repère, ce sera tout simplement l'aire du rectangle qui est ici, c'est-à-dire que la longueur ce sera une unité en abscisse et la largeur ce sera une unité en ordonnée. Dans la question numéro 2, on demande de calculer en unité d'aire l'intégrale de 2 à 5 de la fonction f. Alors cette intégrale va se noter comme ceci, donc intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Alors on sait que puisque la fonction f est positive, l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx, c'est tout simplement l'aire située entre la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation. Alors la première, x égale 2, c'est une droite verticale, et la deuxième, c'est x égale 5, c'est une autre droite verticale. Alors l'aire qu'on cherche à calculer ici, finalement, c'est l'aire d'un rectangle. Alors la largeur ou la longueur plutôt de ce rectangle, ici, elle est de 3 unités. Donc ici, nous allons faire 3 multiplié par la largeur, elle est ici de 1, 2, 3, 4 unités. Donc on va faire 3 fois 4, et donc l'intégrale de f entre 2 et 5, elle est égale à 3 fois 4, 12 unités d'aire. Alors on peut vérifier facilement sur le schéma que l'intégrale de 2 à 5 de f vaut bien 12 unités d'aire, puisque finalement, on va voir 12 fois le carré unité ici, comme ceci. Donc là on l'a une fois, deux fois, trois fois, etc. Et donc, puisqu'il y a 12 carrés unités, on voit que cette intégrale vaut bien 12 unités d'aire. Dans la question numéro 3, on nous demande que vaut cette intégrale en centimètres carrés. Alors, on va tout d'abord convertir une unité d'aire en centimètres carrés. Alors, sachant qu'une unité d'aire, finalement, c'était un rectangle qui avait pour longueur ici, c'était 3 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une unité d'aire, c'est 3 cm multiplié par 2 cm, c'est-à-dire 6 cm carrés. Et donc pour convertir l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx des unités d'aire vers les centimètres carrés, on va tout simplement dire que puisque c'est 12 fois une unité d'aire, et puisqu'une unité d'aire c'est 6 cm carrés, ce sera 12 fois 6 cm carrés. Donc si on dit que c'est 12 fois une unité d'aire, on va dire que c'est 12 fois 6 cm carrés. Autrement dit, l'intégrale est égale à 72 cm carrés. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'on donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f qui est continue et positive sur l'intervalle 1, 4. Donc la courbe est représentée en rouge ici. Et là, nous avons une unité en abscisse et une unité en ordonnée. Dans la première question, on demande de donner un encadrement de l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx
entre deux entiers. Alors l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx, eh bien, puisque la fonction f est positive, c'est tout simplement l'aire qui va être située sous la courbe de f, au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation x égale 1 et x égale 4. Et donc pour encadrer cette intégrale, on va regarder combien il y a de rectangles unités comme ceci qu'on peut placer eh bien, entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Donc il y en a par exemple 1 ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici, 5 ici et même un sixième ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx, eh bien, ce sera plus grand que 6 unités d'aire. Maintenant, on va essayer de majorer cette intégrale. Alors, on va essayer de voir combien de rectangles unités on peut placer pour recouvrir toute la surface qui est située entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Donc ici, nous avions déjà 6 rectangles unités. On peut en mettre ici un septième, un huitième ici, un neuvième ici, et puis un dixième comme ceci. Donc on peut dire finalement que l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx est plus petite que 10 unités d'aire. Dans la question numéro 2, on nous demande d'estimer plus précisément l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx, donc sous-entendu avec des nombres qui ne sont pas forcément entiers. Alors tout d'abord, si on regarde sous la courbe, on peut caser tout d'abord ici 2 rectangles unités, ce qui fait 2 unités d'aire. Même chose ici, ce qui fait 2 rectangles unités supplémentaires, donc ce qui fait 4 unités d'aire. 5 unités d'aire ici. Alors 5,5 si on prend un demi-carreau comme ceci. 6,5 avec le carreau qui est ici. 7 si on prend la moitié de celui-ci. Donc on peut tout d'abord dire que l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx eh bien, sera plus grande que 7 unités d'aire. Maintenant, si on regarde les carrés unités qui vont recouvrir eh bien, toute la surface qui correspond à l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx, donc déjà nous avions 7 unités d'aire qui étaient ici. Ensuite, si on considère le morceau qui est ici et le petit morceau qui est ici, ils valent moins d'une demi-unité d'aire. Donc si on prend ceci en considérant qu'on fait passer ce morceau-là à l'intérieur, eh bien on peut rajouter une demi-unité. Ici on peut rajouter une autre demi-unité qui va recouvrir une partie de la surface qu'on considère. Et puis on peut rajouter une dernière demi-unité ici, ce qui fait donc que l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx eh bien, sera plus petite que 9,5 unités d'aire. Alors on va voir maintenant qu'il existe un lien entre la notion d'intégrale et la notion de primitive. Et ce lien va donner lieu à une formule qui permettra de calculer des intégrales. Alors on va tout d'abord donner le théorème suivant qui dit que si f est une fonction qui est continue et positive sur un intervalle AB, eh bien la fonction grand F qui est définie sur l'intervalle AB par grand F de x est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt. Eh bien cette fonction, c'est l'unique primitive de la fonction f qui s'annule au point A. En particulier, ça veut dire que la dérivée de la fonction grand F, eh bien c'est la fonction petit f qui est situé sous l'intégrale ici, et l'image de petit a par la fonction grand f, eh bien, c'est 0. Alors on va faire la démonstration de ce théorème dans un cas très précis, c'est dans le cas où la fonction f est une fonction qui est positive et croissante. Et donc avant de passer à la démonstration à proprement parler, nous allons faire un schéma pour comprendre ce que représente la fonction grand f. Eh bien ici nous avons une fonction petit f qui est positive et croissante, et grand f de x, eh bien c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est-à-dire que si nous avons un nombre x qui est ici, grand f de x, ce sera l'aire qui est assurée ici. Et donc on aimerait prouver que cette fonction grand f eh bien, est une primitive de petit f, c'est-à-dire que la dérivée de grand f, eh bien, c'est petit f. Pour cela, on va revenir à la définition d'une fonction dérivable et on va calculer le nombre dérivé de grand f en un point x0, c'est-à-dire qu'on va se donner un nombre x0 appartenant à l'intervalle AB et on va démontrer que eh bien, la limite du taux d'accroissement de la fonction grand f en x0 possède une limite et que cette limite c'est petit f de x0. Autrement dit, on va être amené ici à calculer la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction grand f en x0, c'est-à-dire la limite du quotient grand f de x0 plus h moins grand f de x0 divisé par h. Et donc on va commencer par calculer cette différence. Donc premier cas, on va supposer que le nombre h est un nombre strictement positif et on va voir sur la figure ce que représente eh bien, cette différence. Donc imaginons qu'ici nous avons x0. Puisque h est positif, x0 plus h va se situer juste à droite. Et le nombre grand F de x0 plus h, eh bien, ce sera toute l'aire qui est assurée en bleu ici. Et donc lorsqu'on fera la différence f de x0 plus h moins f de x0, eh bien, il restera tout simplement l'aire qui est assurée en rouge ici. Autrement dit, grand F de x0 plus h moins grand F de x0, eh bien, ce sera l'intégrale entre x0 et x0 plus h de la fonction f, c'est-à-dire de f de t dt.
Alors pour étudier ce nombre lorsque h tend vers 0, on va l'encadrer, et pour cela on va utiliser le fait que la fonction f est une fonction croissante. Autrement dit, pour tout nombre t appartenant à l'intervalle x0, x0 plus h, eh bien on va dire que f de t est plus petit tout d'abord que l'image de f de x0 plus h, et plus grand que l'image de f de x0. Et en effet, ça se voit bien sur la figure, ici nous avons f de x0, et ici nous avons f de x0 plus h. Ensuite, nous allons appliquer la positivité de l'intégrale qui dit que si une fonction est plus petite qu'une autre, eh bien l'intégrale de la première est plus petite que l'intégrale de la deuxième. Autrement dit, l'intégrale de f de x0 entre x0 et x0 plus h est inférieure à l'intégrale de f de t dt entre x0 et x0 plus h, qui elle-même est inférieure à l'intégrale de f de x0 plus h entre x0 et x0 plus h. Alors, on ne connaît pas l'intégrale qui est au milieu, mais on peut calculer facilement les intégrales qui sont à gauche et à droite, puisque ce sont les intégrales de fonctions qui sont constantes. Et en effet, on rappelle que si k est une constante, eh bien l'intégrale de a à b de k dt, ce sera tout simplement la constante k multipliée par la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire b-a. Voilà, donc si on applique ce rappel à la première intégrale qui est ici, puisque f de x0 est une constante, eh bien cette intégrale sera égale à la constante, c'est-à-dire f de x0, multipliée par la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire x0 plus h moins x0, mais x0 plus h moins x0, ça donne h. Donc la première intégrale est égale à f de x0 fois h. Et sur le même principe, eh bien on peut calculer la dernière intégrale ici en disant que c'est la constante f de x0 plus h multiplié par la longueur de l'intervalle qui est ici h. Alors si on résume ce qu'on a démontré, eh bien on a montré que l'intégrale entre x0 et x0 plus h de f de t dt est plus grand tout d'abord que f de x0 fois h est plus petit que f de x0 plus h multiplié par h. Et donc on se souvient que l'intégrale qui est au milieu était en fait la différence grand f de x0 plus h moins grand f de x0, et donc ce terme-là est plus grand que petit f de x0 fois h est plus petit que f de x0 plus h multiplié par h, et on voulait calculer le taux d'accroissement de la fonction grand f en x0, c'est-à-dire le quotient grand f de x0 plus h moins grand f de x0, le tout divisé par h. Donc on va tout diviser par h à gauche et à droite. Alors comme le nombre h est un nombre strictement positif, on ne va pas changer le sens des inégalités, et on voit ici qu'il y a des simplifications qui vont s'opérer. Autrement dit, on peut dire que le taux d'accroissement f de x0 plus h moins grand f de x0, le tout divisé par h, est plus grand tout d'abord que f de x0 et plus petit que f de x0 plus h. Et donc pour montrer que la fonction grand f est dérivable en x0 et pour calculer sa dérivée en x0, eh bien il suffit de calculer la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc tout d'abord le terme qui est à gauche ici va tendre vers f de x0 quand h tend vers 0, puisque c'est un terme qui ne dépend pas de h, il est constant par rapport à h. Le terme qui est à droite ici, f de x0 plus h, eh bien, va tendre vers f de x0, et cela c'est parce que la fonction f est une fonction qui est continue, en particulier elle est continue en x0, ce qui veut dire que quand h va se rapprocher de 0, x0 plus h va se rapprocher de x0, et donc la limite de f de x0 plus h, ce sera f de x0. Et donc, puisque la limite quand h tend vers 0 de f de x0 est égale à f de x0, et que la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h c'est aussi f de x0, et bien d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que la limite du terme qui est au milieu ici, quand h tend vers 0, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h, et bien c'est égal à f de x0. Alors attention, il y a une petite subtilité ici, le nombre h avait été supposé strictement positif, donc en fait c'est la limite quand h tend vers 0 par la droite dans tous les cas, et il nous faut donc étudier le cas où h est un nombre strictement négatif, ce sera le deuxième cas, et pour l'étudier, eh bien nous allons reprendre le schéma. Alors si h est un nombre strictement négatif, x0 plus h sera situé eh bien, à gauche de x0, autrement dit, grand f de x0 plus h, eh bien ce sera toute l'aire qui est située ici. Autrement dit, la différence grand f de x0 plus h moins grand f de x0, eh bien ce sera tout ce qui est assuré ici. Et donc la portion qui correspond à grand f de x0 plus h moins grand f de x0, ce sera la portion qui est ici. Et donc nous avons une inversion, disons, par rapport au cas précédent, puisque petit f de x0 plus h est situé en dessous, et petit f de x0, cette fois-ci, est situé au-dessus. Autrement dit, on peut reprendre tous les calculs que nous avions faits dans le premier cas et simplement échanger les inégalités de sens.
Autrement dit, grand f de x0 plus h moins grand f de x0 sera plus petit que petit f de x0 fois h, et plus grand que petit f de x0 plus h multiplié par h. Ensuite, on divise tout par h, mais attention, le nombre h dans ce cas-là est strictement négatif, donc il va falloir changer le sens des inégalités. Donc ici, nous allons avoir que le taux d'accroissement grand f de x0 plus h moins grand f de x0 sur h est plus grand tout d'abord que petit f de x0 fois h divisé par h, et plus petit que petit f de x0 plus h fois h divisé par h. Donc on simplifie par h comme dans le premier cas, et il va rester que le taux d'accroissement est tout d'abord plus grand que petit f de x0 et plus petit que petit f de x0 plus h. Et donc comme dans le premier cas, le taux d'accroissement est encadré ici entre une fonction qui va tendre vers f de x0 quand h tend vers 0, et une fonction qui va tendre vers f de x0 quand h tend vers 0, c'est-à-dire que la limite quand h tend vers 0, h étant négatif du taux d'accroissement, eh bien c'est petit f de x0. Et donc par suite, on a montré que la limite quand h tend vers 0, que h soit positif ou négatif du taux d'accroissement, eh bien c'est petit f de x0. Et bien par définition, ça veut dire que la fonction grand f est dérivable en petit x0 et que grand f' de petit x0, eh bien c'est f de x0. Voilà, donc on a démontré que eh bien, grand f est une primitive de petit f. La deuxième chose qu'il fallait démontrer, c'était que c'était l'unique primitive qui s'annule en a. Donc tout d'abord, on peut dire que grand f de a, eh bien c'est l'intégrale de a à a de petit f de t dt. Eh bien ça vaudra 0, et on sait qu'il existe une unique primitive qui prend une valeur donnée en un point donné. Et donc cette primitive, c'est grand f. Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction qui a x associe intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré dt est strictement croissante sur grand R. Alors on va noter grand f, cette fonction-là, donc grand f de x, eh bien c'est l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t carré dt. Alors d'après le théorème précédent, le théorème fondamental, eh bien on sait que la fonction grand f eh bien, sera dérivable sur grand R, et de plus on sait que sa dérivée, c'est la fonction qui est à l'intérieur. Donc on va dire que pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de la fonction grand f, eh bien ce sera tout simplement exponentielle de moins x au carré. Alors on voit que la fonction dérivée ici, c'est une exponentielle de quelque chose, en tout cas ce sera toujours strictement positif. Donc puisque la dérivée de la fonction grand f est strictement positive, eh bien on en déduit que la fonction grand f est strictement croissante sur grand R. Et pour finir, nous allons voir un corollaire très important qui va permettre de calculer en pratique des intégrales. Alors voyons ce que dit ce corollaire. Si grand f, c'est une fonction qui est continue et positive sur l'intervalle AB, et si on connaît grand f, une primitive de petit f sur AB, et bien pour calculer l'intégrale de a à b de f de t dt, et bien il suffira de faire grand f de b moins grand f de a. Alors on nous dit que ce nombre se notera entre crochets grand f de t avec a en bas et b en haut. Alors faisons un exemple pour bien comprendre tout de suite comment appliquer ce corollaire. On nous demande tout d'abord de calculer l'intégrale de moins 1 à 3 de x carré dx. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de trouver une primitive de la fonction. Donc ici c'est la fonction carré qui a x associé x au carré. Donc on va mettre entre crochets une primitive de la fonction x carré, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube, puisque la dérivée de 1 tiers de x au cube, c'est x au carré. Donc on va la prendre ici entre moins 1 et 3. Alors pour calculer cette intégrale, la formule nous disait qu'on faisait grand f de b moins grand f de a, c'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction qui est ici d'abord en 3, moins le nombre obtenu quand on applique la fonction ici en moins 1. Autrement dit, l'intégrale est égale à 1 tiers de donc 3 au cube moins 1 tiers multiplié par moins 1 au cube. Donc on a pris d'abord x égale 3, puis on a pris x égale moins 1 et on a soustrait les deux images. Alors pour conclure le calcul ici, donc 1 tiers multiplié par 3 au cube, donc 1 tiers de 27, on va trouver tout simplement 9, moins, alors 1 tiers multiplié par moins 1 au cube, donc moins 1 au cube c'est moins 1, donc moins 1 tiers fois moins 1, c'est-à-dire plus 1 tiers, et 9 plus 1 tiers, c'est-à-dire 27 tiers plus 1 tiers, on trouve 28 tiers unité d'air. Dans le deuxième exemple, on demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Donc pour calculer cette intégrale, même chose, on va chercher tout d'abord une primitive de la fonction exponentielle qui est ici, que nous allons mettre entre crochets. Alors on sait qu'une primitive de e de x, eh bien c'est e de x. Et donc nous allons prendre cette primitive entre 0 et 1. C'est-à-dire que nous allons faire la primitive ici en 1, moins cette primitive en 0. Autrement dit, on a exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Alors exponentielle de 1, on l'écrit aussi e. Exponentielle de 0, on sait que c'est 1. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle, eh bien c'est e moins 1 unité d'air.